Cette question, comment être plus serein en se créant des rituels? Mon invité ce midi est médecin et thérapeute, c'est Thierry Janssen, bonjour. Bonjour. Merci de venir évoquer cette question avec nous. Vous publiez un livre qui s'appelle justement Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. On va décoder ce que ça veut dire avec vous. Rituel, différence entre rite et rituel. Quelle serait la différence? Ah oui, il y a une vraie différence. Et en fait, souvent, il y a de la confusion autour de ces deux notions. On pourrait dire que le rite, c'est quelque chose qui naît dans notre vie personnelle ou dans notre vie collective en rapport à un besoin. Et puis le rituel, c'est la façon de manifester ce besoin et de poser des gestes qui vont y répondre. Je donne toujours l'exemple du baptême. Le baptême, c'est le besoin d'intégrer quelqu'un dans une communauté, de montrer son engagement vis-à-vis de cette communauté, que ce soit à l'université ou dans une religion. Et on va ritualiser. Il y a un grand rite du baptême et chacun va le ritualiser à sa façon en fonction de sa culture, de son histoire. Et ces rites et ces rituels, pourquoi est-ce qu'on se les invente? Pourquoi est-ce qu'on se les crée? Parce qu'il y a des rituels que chacun a pour soi et puis des rituels qui sont communs. Oui, et en même temps, vous voyez, en tant que médecin, je suis fasciné quand on peut montrer que biologiquement, il y a une raison d'être aux choses. Et on sait aujourd'hui que dans notre cerveau, on a une petite zone qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Et c'est comme un détecteur de sens. S'il n'y a pas de sens, ça génère de l'angoisse. Et du coup, le fait de ritualiser pour les êtres humains, que ce soit dans leur vie privée ou dans leur vie collective, ça apaise cette angoisse parce que ça donne du sens, ça donne des repères, ça donne de la direction aux actions. Alors il y a une différence aussi entre une habitude presque machinale et un rituel. Je pensais, en faisant mon café ce matin, à me dire que c'est une habitude machinale qu'on a comme ça par automatisme, ça peut devenir un rituel. Comment est-ce qu'on fait pour que ça le devienne justement? Eh bien moi, c'est en faisant mon lit. Figurez-vous que ma maman m'a appris à faire mon lit, c'était une habitude, mais c'est devenu un rituel. Et je sais très consciemment pourquoi, parce que la différence entre l'habitude et le rituel, c'est la conscience qu'on met aux choses. Et donc moi, je sais pourquoi je fais mon lit aujourd'hui, c'est pour me faire plaisir, quand je rentre le soir chez moi, d'avoir une chambre qui ressemble à une chambre d'hôtel, toute prête, toute parfaite. Et donc c'est un rituel de cadeau pour moi-même que je me fais tous les matins. Et vous y pensez en le faisant alors? Ah oui, clairement. Clairement, je dis ah oui, je le fais parce que même quand je suis pressé, je dis parce que j'ai pas envie de rentrer ce soir avec ce lit qui sera défait, ça me fait tellement plaisir. Alors on parle de rituels de groupe comme Noël, évidemment, classique. Les carnavals aussi, et ça vous l'expliquez dans votre livre, on a ritualisé ce moment pour échapper à la pression que la société se met elle-même. Ah, clairement. Et c'est vrai qu'à l'époque, le pouvoir religieux était très culpabilisant et les gens respectaient des règles parce qu'ils avaient peur d'aller en enfer. Et donc le carnaval était comme une soupape de sécurité où tout d'un coup, le fait de porter un masque permettait de dire et de faire ce qu'on voulait dans une sorte d'anonymat. Et donc, ça avait une fonction sociale très importante. Alors, parlons des rituels maintenant et finalement du sens de votre livre. Comment va-t-on faire pour se créer ces rites qui vont devenir des rituels? Alors vous partez de l'inverse. Vous posez la question, et vous l'avez posée à plusieurs personnes. Quelles sont vos préoccupations? Quels sont vos besoins dans votre vie personnelle, dans la vie en communauté et dans l'environnement? Partons de ces besoins pour se créer ces rituels. C'est un peu ça la démarche finalement. Oui, oui, puisque les grands rites naissent de besoins et après les rituels vont permettre de répondre à ces besoins. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait une petite enquête avant d'écrire cet ouvrage. J'ai interrogé à peu près 250 personnes. Alors c'est pas représentatif de toute la population, mais j'ai été interpellé par les préoccupations de mes contemporains, notamment des préoccupations par rapport à l'environnement. Et on voit que des tas de gens commencent à ritualiser, à décider d'aller promener le chien en ramassant les papiers, en allant nettoyer la plage en famille pendant le week-end. Ce sont des gestes faits en conscience. Il y a aussi toutes sortes de besoins par rapport à vivre ensemble, notamment au travail, où l'ambiance est souvent un peu lourde et on n'a plus envie d'aller travailler. Et il y a des gens qui réinstaurent des petits rituels où avant de commencer la journée, on se promet qu'on va se parler sans s'agresser, où on va coopérer plutôt que d'être en compétition. Et ça paraît rien, mais en fait c'est énorme de remettre de la conscience, de l'intention dans les gestes que nous faisons. Il faut répondre d'abord à cette question. Quelles sont mes préoccupations et mes besoins personnels pour la communauté de l'environnement? Il faut y répondre honnêtement. Ça prend déjà un peu de temps de réflexion. Ça, c'est la première étape. C'est un travail intérieur. En ce sens-là, c'est un travail que j'appelle spirituel, non pas religieux, mais d'éveil de l'esprit, de la conscience, qui voit les choses, qui peut les avouer, les reconnaître. Donc, c'est sûr que je fais partie de ceux qui militent pour que nous ayons plus de vie intérieure, parce que je crois que notre vie extérieure en sera meilleure. Mais voilà. Par rapport aux rituels dont vous parlez, vous avez donné des exemples en question. Chacun se les crée soi-même. Comment est-ce qu'on passe de l'intention à l'acte?
Ben, par exemple, je prends l'exemple d'un monsieur qui me dit qu'il n'a plus de communication avec son fils, qui est un grand adolescent, ils ne se parlent plus. Mais ils ont un chien dans la famille. Et cet homme a eu l'inventivité, parce qu'il avait besoin d'un rite de rapprochement avec son fils, et il a eu l'inventivité d'utiliser ce qu'il avait à disposition. Et il avait ce chien, donc tous les soirs, après le repas, il donne un coup de coude à son fils, il dit « c'est l'heure du chien », et ils partent se promener, ils suivent le chien, donc ils sont déjà pas de face à face, et l'homme commence à parler de lui, et son fils commence à se livrer aussi. Et s'il lui avait dit « il faut qu'on parle », le fils aurait été en résistance. Et autour de ce chien, il y a quelque chose qui se crée. Le rituel devient une routine? C'est positif, ça? Alors, la routine, elle devient non consciente, justement. C'est quelque chose qui envahit notre vie parce que ça nous rassure, de nouveau, ce fameux cortex singulaire antérieur. Mais comme c'est pas vécu en conscience, ça peut même être envahissant. Et il y a certaines pathologies, les troubles obsessionnels compulsifs, qui envahissent la vie de l'individu parce qu'il est angoissé. À travers ses gestes répétés, il cherche à délivrer son angoisse et il n'y arrive de toute façon pas. Ou alors ces gens qui ont des troubles de l'autisme et qui ont des routines qui les rassurent, et vous changez un détail et ils sont très très énervés parce qu'ils sont paniqués. Donc le rituel plutôt que la routine et faire les choses en conscience, c'est ce que vous expliquez dans votre livre « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain » chez Guy Trédaniel. Merci beaucoup, Merci. Thierry Janssen, d'être venu en parler.